Bonjour, nous sommes heureux, Thibaut et moi, d'ouvrir cette première édition du Village des Vignerons. C'est en plein cœur de la Grande Braderie de Nantes, sur la place du Commerce, que se tiendra ce voyage au cœur des crus et appellations emblématiques de notre région. Et donc pour cette première édition du Village des Vignerons, évidemment, remercier la ville de Nantes pour son soutien et pour avoir rendu possible cet événement. Et puis cet événement il est rendu possible surtout par son équipe d'organisation. Donc j'ai autour de la table Théo, mon co-animateur, et puis Victorine et Elliot. Tous les trois, merci, bravo d'avoir organisé cet événement. En plus, on est accueillis sous un beau soleil de printemps. Vous allez bien tous les trois ? Ouais, nickel. Parfait, merci beaucoup. On peut stresser quand même. Très proche du micro, oui, mais ça va être une belle journée qui nous attend. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie tous les trois de lancer ce pari fou, ce pari de remettre le muscadet au milieu de la métropole ? On aime bien le vin. On s'est dit que c'était l'occasion de mettre en avant les vignerons du coin, notamment le muscadet. Après l'Anjou, la Touraine, c'est des vins qu'on aime particulièrement et qu'on trouve hyper intéressants. Et puis c'est l'occasion de faire un super projet en famille. En famille, parce que tous les trois, oui, on ne l'a pas précisé, mais vous partagez des liens du sang et du mariage. Un joli trouble, magnifique et souriant. Un peu fatigué ce matin, mais... Un petit peu, oui. Un peu, ouais. Et alors du coup, Victorine et Elliot, qu'est-ce qui nous attend au programme aujourd'hui ? Bon, je vais présenter le matin. Victorine fera l'après-midi. Sur le matin, c'est un petit peu plus calme. On a un speaker qui va présenter et mettre en avant notamment tous les vignerons qui sont représentés sur la place. On a aussi bien sûr ce petit podcast qui vient animer aussi notre matinée. On a bien sûr les tables et les food trucks qui commencent dès la matinée pour commencer à servir. Et puis voilà, après on va arriver gentiment sur le temps du midi avec le petit coup de bourre pour notamment les food trucks. Et Victorine, je te laisse pour l'après-midi. Et donc l'après-midi, on a deux fanfares, les trompettes de Fallope et lentilles saucisses qui vont jouer jusqu'à 18h au sein du village. Parfait. Et écoutez, merci à tous les trois. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Et puis Théo, je te garde. Ouais, on va rester un petit moment ensemble. De la journée avec notre premier visiteur. Merci. Tout à fait. Merci. Bon courage les garçons. Allez-y, installez-vous. Proche du micro. Alors bonjour, vous appelez comment ? Bonjour, Fabien. Bonjour Fabien. Fabien, bonjour. Alors, vous êtes prêts à déguster du vin ? Il est 10h moins le quart. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer aujourd'hui au Village des Vignerons ? Comme vous le disiez tout à l'heure, j'aime bien le vin. Ouais. Après, effectivement, je suis habitué à différents salons, j'aime bien. J'étais sur Paris il y a 10 ans, j'allais régulièrement au salon des vignerons. Étant ici, c'est plus difficile. Et en fait, là, j'ai reçu un message des vignerons qui sont ici. Ouais. Et donc, en fait, que je voyais régulièrement et sur lequel je peux moins acheter du vin. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de venir les voir. Ok, trop chouette. Voilà. C'est super sympa ça. Et alors 9h45, c'est pas trop tôt pour un premier verre de vin, ça va ? J'ai jamais trop tôt. Je me suis levé à 5h30, donc ça va, j'ai le temps. C'est comme si, en se levant à 8h, on attaquait l'apéro du midi. Bien sûr. Et du coup, est-ce que t'as des vignerons en particulier que tu vas aller voir aujourd'hui ? Donc effectivement, le domaine de Vouvray, que j'utilise pour eux. Ah, Vaudanis, C'est l'occasion aussi de revoir d'autres domaines du muscadet aussi. C'est ce domaine-là du Vouvray, le domaine Vaudanis, ou c'est le Vouvray en règle générale que vous aimez bien ? Alors c'était Vaudanis que j'ai découvert justement il y a plusieurs années, Ok. il y a très longtemps, au salon des vignerons. Oh, trop chouette. C'est des vins sympas. Bah ouais, très sympa. Et toi, c'est quoi ? T'es plutôt chenin ou t'es plutôt melon de Bourgogne ? Plutôt Chenin. Plutôt chenin ? Voilà. Ah ouais ? Bon, écoute, pour les Nantais et Couéronnais que nous sommes, c'est un désaveu, mais c'est pas grave. On fera avec. Et puis peut-être un petit mot sur l'organisation de la journée. Est-ce que t'es content qu'il y ait cet événement qui se tienne à Nantes ? Ah oui, tout à fait. Surtout on espère que ce sera régulier. Ah bah oui, nous aussi. On espère tenir, ouais. C'est chouette, ça. Juste une remarque, je dirais peut-être, alors je sais pas ce qu'il y a eu comme communication, mais j'avoue, moi je l'ai appris il y a quelques jours seulement, quoi. Ouais. C'est un peu... Ouais, la communication est sortie depuis une semaine. Semaine D'accord. principalement. Bon bah écoute, on te souhaite une suite. très bonne matinée de dégustation. Merci Puis beaucoup merci Fabien. d'être notre premier visiteur. C'est ça. Et puis on te souhaite une bonne journée. Merci à Au vous. revoir, allez. Olivier. Au revoir. Au revoir. Salut Clémence. Voilà. Alors, on va se réinstaller. Ouais. Il y a juste un petit problème d'ordi derrière qu'il essaye de solutionner. Ouais, Ok. ça serait bien proche, peut-être mettre la chaise, on va peut-être la réorienter un petit peu. Tac. Ah, Avec V majuscule. Hein. là on part pour une heure. Là, on part pour une heure. Oh, Bon, Première. c'est bon ?
Ça a lancé ? Ok, et bah merci. Donc on avait Fabien juste avant qui nous arrivait, notre premier client de la journée, premier visiteur. Et là on a le plaisir de te voir toi, Clémence du domaine des fiefs noirs, du fief noir, pardon. Exactement. Donc Clémence, tu nous arrives d'où ? Alors du coup, nous on est de Saint-Lambert-du-Lattay, à 20 km au sud d'Angers, Ok. collé au Léon. Côté au Lyon. Donc dans l'Anjou, collé au Léon, alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le chenin est à la mode comme ça ? On peut le décliner de plein de façons. Donc il est simple, il est efficace, c'est vraiment un super cépage quoi. Parce qu'on rappelle pour les gens qui connaissent pas, le chenin donc c'est le cépage, c'est un cépage donc c'est un type de raisin qu'on retrouve un peu partout dans la Loire, c'est ça, Exactement. de l'Anjou jusqu'à Tours et la Touraine un peu après. Et donc là tu nous as ramené une bouteille de Lame de fond. lame de fond, très bien. Et bah écoute, on va peut-être goûter un petit peu en Et parallèle. c'est parti. Du coup, Tout en te posant quelques petites questions, parce que du coup, ce domaine du fief noir, vous présentez aussi beaucoup comme un vin d'amitié, un vin issu d'une amitié et donc de copains. Donc comment cette valeur-là de l'amitié, vous la retrouvez au travers de votre vin ? et en fait, les patrons font tout pour que ça se passe dans l'équipe et entre eux très bien. Et du coup, forcément, ça se ressent sur les vins, je pense. Et donc, ouais, ça lie une belle amitié. Et le chenin, du coup, c'est un vin sympa à boire entre amis ? C'est génial. C'est À l'apéro, à table, ça passe très bien. Eh ben, Je vous super. accompagne. Bah écoute, t'as raison, pourquoi se priver ? C'est vraiment très très bon. Hop là, tenez. Alors celui-ci, vous nous parler un peu de ce vin, comment il est Alors là, fait ? du coup, on est c'est un vin de 2022. Donc du coup, on va avoir 12 mois d'élevage, 2 tiers en barrique et 1 tiers en amphore grès, Ok. qui va apporter une rondeur. Mais c'est vrai qu'il a une complexité plutôt sympa. Il raconte plein de choses. Avec, Hein. ouais, avec des Ah, bah, notes c'est un minérales. voyage. C'est le premier de la journée, donc il faut encore se faire le palais, hein, c'est Ouais. vrai. Mais pour ceux qui se sont réveillés ce matin à 5h, bah, finalement c'est comme si c'était le midi. Hein. Exactement. Amphore grès, vous dites ? Amphore grès, exactement. Ah, c'est surprenant. Ouais, c'est vachement bon. Alors du coup, sur ce vin-là, donc toi tu nous disais, vous êtes à côté du Léon, vous faites aussi des vins moelleux ou pas du tout ? Oui, mais pas Ouais. cette année, on n'en fait pas parce que ça a été compliqué. Ouais. Ok, Pour faire du côté du Léon, mais oui, on en fait. ok, super. Et bah écoute Clémence, merci beaucoup pour Merci à vous. d'avoir inauguré cette journée. Eh ben, Bonne ravi. journée à souhaite vous plein de et puis on espère plein de visiteurs au stand du C'est Fief ça. Noir. Belle Et qui va journée. passer, du coup. Ouais. Bah, à tout à l'heure alors. Bonne journée. Il finira, c'est voilà. Oh, c'est des petits fonds. Ah, mais salut. Les C'est amis bon. de Racem. C'est bon. Alors, on a fini. Racem qui a une particularité. Oui. Je te saute dessus. Qui a une particularité, vous êtes artisan vinificateur, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer Ouais, à alors quoi en ça fait, correspond on est deux derrière RSM, Arthur et moi, on est des copains de longue date, on est amis d'une quinzaine d'années. Et on a choisi un modèle un peu différent du modèle classique de vigneron récoltant. En fait, on n'a pas de vigne. Donc l'idée, c'est de s'associer avec des vignerons partenaires, de sélectionner ensemble une parcelle. C'est que des raisins bio et c'est des vignobles ligériens situés entre l'Anjou le plus à l'ouest et la vallée du Cher le plus à l'est. De suivre cette parcelle tout au long de la saison et de voir ensemble les choix qui sont faits à la vigne et de venir vendanger nous-mêmes cette parcelle. C'est que de la vendange manuelle, donc on encadre la vendange Ok. et on déclenche la vendange. Et ensuite on vinifie tout en levure indigène, en fait ça veut dire qu'il n'y a pas de levure extérieure. Dans une petite cave troglodyte à Mondé-sur-Loire, avant d'élever les vins et en fait ensuite de les commercialiser sous notre nom Racem. Et donc là, tu nous as amené une bouteille de toponyme. C'est ça, toponyme, c'est un chenin blanc Ouais. sec et tranquille, donc Qu'on sans va sucre et goûter sans du bulle. coup C'est ça. Est-ce qu'on peut le goûter ? Bien sûr, ça vient d'une parcelle qui s'appelle la Closerie, qui est une vigne d'une trentaine d'années au cœur de l'appellation Mont-Louis-sur-Loire, sur des sols qu'on appelle des aubuis, qui sont des sols argilo-calcaires, et qu'on a vinifié pour 2 tiers dans des barriques de 4 à 5 vins et 1 tiers en cuve. Oh là là. Alors ça sent bon déjà. Oh, ça a la gourmandise quoi. Ouais. Ouais. Oh là là. Ouais. Elle est vraiment à l'odeur. Mm. Ce que tu nous disais en effet, c'est que vous travaillez sur le levure indigène, donc vous avez toute une démarche autour des vins vivants. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça s'applique au vin de Loire et au chenin en Bien sûr, particulier ? l'idée c'est d'intervenir le moins possible en fait au cours de la vinification. Concrètement, là on a juste mis un peu de soufre sous le pressoir parce que 2023 on a un état sanitaire qui n'est pas parfait. On a une vendange qu'on appelle un peu altérée dans le jargon. Donc on a trié très fortement à la vigne, à la parcelle, mais on a remis un petit peu de soufre sous le pressoir. Et ensuite on est vraiment plus intervenu, les vins ont fermenté, on fait leurs 2 fermentations alcooliques puis malolactiques en barrique et en cuve.
Et ensuite, on a juste remis un dernier gramme de soufre avant la mise bouteille pour s'assurer un vin droit qui ne s'oxyde pas très vite après ouverture. Et donc c'est un vin qui est ni collé ni filtré, donc c'est l'expression la plus pure, disons, du cépage. Et c'est techniquement vers le type de vin qu'on veut aller parce que c'est le type de vin qu'on aime boire et le type de vinification qu'on veut défendre. Trop bien. Ah, C'est vrai qu'en tout cas, c'est excellent. Hein. Ah, je me régale, moi. À celles et ceux qui visiteront aujourd'hui le village des vignerons, on recommande évidemment de passer par le stand de Rassem. Et du coup, toi, cet événement, donc là, au cœur de Nantes, cette grande, au sein de la grande braderie, ce grand événement populaire nantais, d'avoir comme ça ce grand village des vignerons, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est la première fois? C'est la première fois, c'est la première fois que je viens à Nantes avec les vins Rassem. Nantes qui est une ville que j'aime beaucoup, et donc moi en plus j'ai fait un peu de tournée avant les 2 derniers jours pour rencontrer un peu les pros aussi en Loire-Atlantique, Saint-Nazaire, Pornic, Nantes. Je pense qu'il y a une vraie culture vin à Nantes, ça se sent qu'on est dans une région viticole dans le Muscadet. Donc je suis très content de participer et de présenter les vins aux Nantaises et aux Nantais pour la première fois. Le Muscadet qui va concurrencer de plus en plus son voisin de la Loire et le Chenin, enfin le Mont de Bourgogne. Je pense que c'est quand même 2 cépages très différents, 2 expressions de terroir très différentes. Le Muscadet a une longue histoire, la Touraine a une longue histoire. Je pense que c'est plutôt intéressant de s'inspirer l'un de l'autre plutôt que se concurrencer, quoi. Ouais. Et vous êtes un domaine assez récent? Oui, c'est le ça. premier millésime. Là, vous Qu'est-ce goûtez qui- le premier millésime 2023. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Montlouis-sur-Loire? En fait, on s'est formé au lycée viticole d'Amboise avec Arthur, et on était tous les deux dans des stages à Montlouis-sur-Loire. Moi, j'étais chez une jeune vigneronne, Laura David, et Arthur était chez un couple de vignerons, le Rocher des Violettes, Xavier et Clémence Weisskopf. Et donc, on a eu un peu, disons, le prisme montlouisien au cours de notre formation. Ok. Et on trouvait que l'appellation était dynamique, les terroirs étaient beaux, et il y avait aussi déjà pour nous plus d'opportunités pour s'installer là-bas. Ok. Ah, c'est excellent, super, en tout cas. bravo. Merci. Et ben, on te remercie beaucoup, Roman, Merci. d'être venu aujourd'hui nous présenter ces vins. Et avec donc, plaisir. domaine Rassem en Montlouis-sur-Loire. Merci. Merci. Alors là, on est en cours de cuisson. C'est vrai, en plus, il va arriver tout chaud sur la table. On va avoir droit à un magnifique fouet que j'espère salé pour goûter. Mais dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'abord goûter ton Malvoisie. Parce que donc Céline, toi, tu nous viens du domaine. Cécile, pardon. Oh là là. Cécile. On m'appelle toujours Thomas, là, je m'appelle Thibaut. Voilà, c'est toujours pareil. Donc Cécile, pardon, tu vas nous domaine des Galloirs. Donc Cécile, là, tu vas nous faire goûter un Malvoisie. Appellation peu connue. C'est votre nouvel événement annuel des vins du Muscadet, de l'Anjou, de la Touraine, de la Vendée. Alors, raconte-nous un petit peu de quoi il en retourne. Alors, donc là, c'est un Coteau d'Anceny Malvoisie. Ok. Donc, Coteau d'Anceny, toute petite appellation, à côté d'Anceny, bien sûr. La particularité de ce vin, c'est qu'on va être sur un demi-sec. Donc, un vin qui va être légèrement sucré. Ok. Et je pense que c'est ce qui plaît beaucoup aux gens. Géographiquement, c'est une appellation qui est située entre le Muscadet et le Léon, Ouais. mais aussi gustativement. Ok. On retrouve Ok. le côté légèrement sucré, mais un petit peu sec quand même. Donc, c'est vraiment aussi entre un Muscadet et un Léon. Ok. Et aussi bien apéritif qu'au cours d'un repas. Ça sent Nickel. bon, ça. Oui, parce que donc, ce qui est assez marrant, je regardais sur une carte, c'est que vous êtes à 35 km de Nantes. Ouais. Mais dans le Maine-et-Loire, donc vous êtes un peu C'est dans ça. cette culture hybride entre, on va dire, le territoire de Muscadet, il y a Anceny qui est un peu entre les deux, puis après on entre vraiment dans le Maine-et-Loire et son vignoble. C'est ça. Nous, on est vraiment au sud d'Anceny. On traverse le pont et on arrive chez nous. Et donc, on fait partie effectivement du Maine-et-Loire. Mais on a cette chance justement d'être situé à Drin. Et Drin est vraiment au carrefour de plusieurs appellations. Donc, chez nous, on fait des appellations de Maine-et-Loire. Donc, les Anjou, Anjou rouge, Anjou blanc, sec ou moelleux. Les Cabernets d'Anjou en rosé. Les Créments de Loire. Et on a également les terres aussi qui appartiennent au vignoble de Nantes. Donc, les Coteaux d'Anceny, rouge, rosé, le blanc pour le Malvoisie. Et les Muscadets, Coteaux de la Loire. Ok, donc c'est vraiment sur une appellation assez large. On Ouais. est, Un ouais. peu hybride, hein. Un peu hybride, Un ouais, peu c'est hybride en intéressant. fait entre l'Anjou et le Muscadet ou. Et alors là, qu'est-ce que ça D'accord. dit ce Malvoisie? Donc Malvoisie, c'est le nom Malvoisie. du cépage ou c'est le nom? Alors, on peut l'appeler Malvoisie. Ok. Parce que c'est un petit peu comme le muscadet, c'est un cépage unique, donc on a tendance à appeler le melon muscadet. Là, c'est du pinot gris.
C'est du pinot Le gris. même qu'on trouve en Alsace, mais Ouais, sauf c'est que ça. là, on est sur nos terroirs et on ressent vraiment la particularité, c'est ce petit goût de poire. Ouais, Avec c'est un super côté bon. un peu mentholé en Ouais. bouche qui ramène de la fraîcheur. On reste pas sur la sucrosité. Magnifique, ça Un c'est petit super bonbon. Bon. Ouais, un petit bonbon. Un vin de plaisir. Et donc là, on attend que le fouet, la fouet, pardon, parce que j'ai découvert qu'on disait la fouet et pas le fouet, arrive. Toi, quand tu conseilles au niveau de ce qu'on peut manger avec du malvoisie, tu conseilles quoi? Idéalement, c'est à l'apéritif. Ok. C'est vrai que pour les fêtes, sur du foie gras, ça matche très bien aussi. Après, on peut aller sur des desserts comme des tartes aux fruits. Ouais. Après, au cours d'un repas, faut plutôt jouer sur des accords un peu sucrés-salés. Parce qu'on a quand même une certaine sucrosité, donc c'est plus compliqué à associer sur un steak par exemple. Hein. On Ok. sait pas. Ouais, carrément. Petit tour de Loire. Et Vous avez un gros domaine, les Galloirs. C'est combien d'hectares On a à peu près 45 hectares de vignes. 45 hectares. Ouais. D'accord. On a une donc, centaine d'hectares à côté, mais c'est pour la partie élevage. D'accord. Il Ah, vous faites de suffisait- l'élevage aussi en parallèle? On a des vaches. il suffisait de dire le mot la fouet pour qu'elle arrive. Bien sûr, là on arrive dans la Alors, partie. on va peut-être juste se partager le micro, nous. Oui, on va en deux. Vous allez vous mettre à deux, donc faut aller très. Ouais, on va se le partager avec Théo. Faut se mettre très proche du micro pour qu'on vous entende bien. Donc là, on vient de déguster en t'attendant un malvoisie qui nous est proposé très bon, ça, malvoisie. par le domaine des Galloirs. Et donc là, on va remettre la fouet au milieu de la discussion. Donc on a une. Hop, elle est là. Elle est ouverte. Ah, je vous en ai ramené deux, on va partager un on a peu le pour droit tout le à deux monde. fouets. Voilà. Bon, magnifique. Bon, c'est une petite Alors, dégustation. On ouais. est 1, 2, 3, 4. On est 4. Ouais. Allez, je vous ai servi une fouet à la rillette de porc. Fouet à la La rillette de porc. traditionnelle. Donc c'est fait avec de la rillette qui vient de la ferme de chez nous, à Mortagne, sur Sèvres. Ouais, ça sent très très bon. Donc ça, c'est excellent, vous allez m'en donner des nouvelles. Ouais. C'est une rillette avec beaucoup de chair, très peu de gras. Hop là, tenez, un morceau pour vous, si vous avez faim, j'espère que vous avez faim. Oui, bah, l'appétit vient en mangeant. Vous êtes levé depuis 5 heures, je crois, donc, Ouais. donc à mon avis, vous devez avoir un petit peu faim. Merci. Voilà. Et vous êtes sur Ancenis aussi? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis basé à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je suis basé à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée, limitrophe à Maine-et-Loire, Loire-Atlantique de Sèvres. On a plusieurs Vendéens aujourd'hui. Ouais. Ouais. On a plusieurs Vendéens Une très aujourd'hui. belle ville, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors raconte-nous peut-être, parce que tout le monde n'est pas initié à Nantes au fouet. Oui. C'est quoi la fouet? Alors j'ai découvert ce que je disais, c'est qu'on dit pas le fouet, on dit la fouet. Alors moi je dis la fouet, ouais. Après il y en a ouais. qui disent le fouet, il y en a qui disent foisse aussi. Ça Ok. dépend un peu des régions, selon le patois local. Et alors c'est quoi? Et donc la fouet c'est un pain qui est cuit au feu de bois. Donc c'est pétri, façonné, cuit sur place. C'est fait. Alors moi j'utilise de la farine bio locale. C'est de la T80, une farine semi-complète. Et donc à la base c'est un pain qui sert de témoin pour savoir si le four est à bonne température pour ensuite enfourner le pain. Donc les villageois, dans chaque village il y avait un four à bois à disposition pour faire cuire les pains. Donc on faisait monter le four en température et pour savoir si le four était à bonne température, on prenait une petite boule de la grosse pâte à pain, on l'étalait et puis on la lançait sur la sole du four. Okay. Et dès que ça levait rapidement et que ça brûlait la fouet, c'est-à-dire que le four était trop chaud, donc on écartait les braises, on attendait que le feu descende. Ou si on voyait que la pâte ne levait pas assez, c'est que le four n'était pas assez chaud, donc on rajoutait un peu de bois et puis on faisait remonter le four à température. Et si ça levait convenablement et que ça créait une belle croûte et une belle dorure, là on savait que le four était à bonne température. Ok, et voilà. En gros la fouet, après on la fourre un peu à ce qu'on veut. Voilà, et plutôt que de gaspiller ces petites boules de pain qui sont cuites, donc ça lève très rapidement, il faut savoir en 1 à 2 minutes ça lève très rapidement. Et plutôt que de gaspiller ces fouets, on les garnissait voilà, de mojettes, de rillettes, de champignons, du beurre, ce qu'on avait sous la main, du fromage, que des bonnes choses, avec du bon vin aussi. Donc voilà, c'est l'histoire de la fouet. Je vous donne un petit morceau parce que je sens que vous avez encore faim. Ouais, et justement, alors rendons un peu à César ce qui lui appartient. La fouet, c'est du Maine-et-Loire. On en discutait tout à l'heure, le domaine des Galloirs, c'est presque le Maine-et-Loire en Loire-Atlantique, on va dire, juste à côté, en face d'Ancenis. On va parler donc accord un peu fouet et vin, oui. Le fameux accord fouet et vin, très connu. Et donc là-dessus, tu nous proposais de goûter un de tes rouges. Oui, mais on va rester sur les coteaux d'Ancenis. Ouais. J'ai amené un coteau d'Ancenis rouge en cépage gamay. Donc gamay vraiment réputé pour aussi sa fraîcheur et sa légèreté. Donc sur ce type de mets, tout ce qui est un peu charcuterie, là, avec les fouets c'est top. Ça passe bien. On reste sur quelque chose d'assez léger, surtout de fruité et d'épicé. Sur les coteaux d'Ancenis, il y a vraiment ce côté un peu poivré en bouche qui est très intéressant. Et là c'est notre cuvée les Grands Vignes, qui est un gamay vinifié sans sulfite. Ok.
Et on a quelque chose avec un peu plus de matière. C'est vraiment nos plus belles parcelles en gamay, donc on va voir. Ok, bah écoute, on va tester ça alors. Yann, tu veux un verre aussi? Avec il est là, plaisir. mais je voulais savoir. On n'est pas venu pour rien. C'était le mien, moi j'aime pas. Merci. Ah oui, on se dit quand même que c'est toujours plus sympa. Faut tenir la journée alors. Donc là, un gamay. Gamay sur fouet, toi ça t'inspire quoi, Yann? Alors, pour être honnête, je n'y connais strictement rien. J'adore en déguster, en boire, comme tout le monde, mais je suis pas spécialiste du tout, donc je vous laisserai discuter de ça entre vous. Bah moi je trouve que ça va très bien ensemble. J'adore le vin. Parce que c'est un vin qui est très facile à boire, c'est un vin qui est extrêmement simple quand on est entre copains pour un apéritif par exemple. C'est un vin qui est parfait en entrée de dîner avant d'aller sur des vins peut-être un peu plus complexes. C'est ça. On est parfait là. Il est bon. Là ouais. Et cette rillette. Là moi je peux rester. Ouais. Et cette rillette. Très longtemps. Peu grasse. Pleine de matière, elle est bonne. C'est fait avec de la viande maigre. Presque citronné là. Il y a de l'acidité, elle est bonne. Et non, elle est excellente, c'est la ferme de chez nous, ils ont que des super bons produits. C'est pareil, c'est que des producteurs locaux, que ce soit en vache, en cochon, en volaille, en fromage aussi. Tout ce qui est légumes et fruits, c'est pareil, c'est des producteurs locaux. Donc moi je travaille principalement avec eux. Ouais. Et puis donc c'est des bons produits, donc voilà, forcément les gens y reviennent quoi. Et peut-être pour finir là tous les deux, ça vous inspire quoi? Donc là cet événement, ce village des vignerons, donc au cœur de la grande braderie de Nantes. Donc on ramène du Fouet, du Malvoisie, des coteaux d'Ancenis au cœur de la métropole. Est-ce que c'est un événement, voilà, c'est la première fois que vous intervenez en ce type d'événement à Nantes? Oui, moi je trouve que c'est amener de l'authentique dans cet événement. Ouais. Je trouve que c'est amener un peu la campagne aussi à Nantes. Donc je pense que c'est une belle opportunité. On verra. Je pense que ça sera une belle découverte pour les Nantais. Moi je suis originaire de Nantes, donc c'est toujours cool de revenir au bercail comme on dit. Moi c'est la première fois que je fais une vente à emporter comme ça sur Nantes. Après j'ai fait pas mal de grosses manifestations, mais c'est plus en festival de musique ou festival culturel. Mais là, en plein cœur de Nantes, place du commerce, centre de Nantes, avec toute la braderie sur un beau week-end comme ça, c'est la première fois. Donc on espère que les Nantais vont être de la partie et venir goûter ces bons vins et manger des bons produits. Normalement, au-dessus de 15 degrés, tout le monde est dehors. Donc, oui, mais là, quand même bon espoir. C'est un peu comme les petites fleurs, les petits champignons, tout le monde attendait à avoir quelques rayons de soleil pour sortir, donc là on est bon. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Donc on avait Yann. Et on avait des Fouets et Cécile des Galloirs. Marie-Micheline. J'ai fait exprès. Et moi c'est Jean-Jacques. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au plaisir. Bonne journée à tous. Sud Vendée en plus là, on était à Saint-Laurent-sur-Sèvre juste avant, donc on était Nord Vendée. Ouais. Alors là on va au bout du bout, proche Fontenay-le-Comte. On est avec le sudiste de l'étape du jour. Le sudiste. Qui nous ramène le soleil. Qui nous ramène le soleil évidemment. Donc bonjour à toi Mathieu. Donc, merci, Mathieu, bonjour. Du domaine Coirier qui nous arrive avec un vin qui s'appelle l'Arbre au Fée. Oui, tout à fait, l'Arbre au Fée, parce que donc Sud Vendée, près de la forêt de Mervan, qui est le plus grand domaine forestier de la Vendée finalement, et seul vigneron effectivement sur la commune juste à côté, qui s'appelle Pissotte. Ok. Alors je suis vigneron sur 20 hectares, tout en bio. Ouais. Ok. Et pour faire des vins à AOC Fief Vendéen, Pissotte, essentiellement. Alors là, j'ai amené le blanc Arbre au Fée, qui est un assemblage de chenin et de chardonnay. Magnifique ça. Voilà, donc on a une belle tension pour les huîtres en ce moment, là, à l'heure qu'il est, c'est formidable. Ça, c'est parfait. C'est vrai que malheureusement ce week-end, il n'y aura pas d'huîtres sur le village des vignerons en raison d'un arrêté préfectoral. Mais en règle générale, on peut se régaler du coup d'un Arbre au Fée avec des huîtres. Et ben, on va peut-être commencer par le goûter. Alors moi, la question que j'ai, c'est qu'évidemment, on associe assez peu Vendée à vin et que les fiefs vendéens que tu représentes sont assez peu représentés en règle générale. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi leur typicité et la manière de travailler en Vendée? Alors, c'est vrai qu'en Vendée on n'est pas nombreux, il n'y a qu'une seule appellation AOC qui s'appelle l'AOC Fief Vendéen. Ouais. Les fiefs, parce qu'il y a différents fiefs, il y a 5 fiefs différents, 5 terroirs différents finalement. Et tout ça c'est sur 350 hectares, donc c'est pas énorme. On est une douzaine de vignerons et petite appellation et qui est divisée en 5 fiefs différents.
Il y a Brême, Mareuil, Vix, Chantonnay et Pissotte. Ok. Donc, je suis le seul représentant donc, sur 20 hectares. Donc il n'y a uniquement 20 hectares de fief vendéen Pissotte qui existent pour faire des blancs, rosés et rouges. C'est-à-dire que l'appellation, en fait, ça fonctionne. On s'appelle d'abord fief vendéen et ensuite on a un peu. Alors pour faire le parallèle, parce que je connais principalement le muscadet, c'est comme les crus communaux un peu en muscadet. C'est comme les crus communaux en muscadet, voilà. Ok, très nous, à l'origine, on avait établi ça un petit peu comme ça pour garder nos différences, effectivement. Comme on était un petit peu éloignés les uns des autres, entre la côte, le nord et le sud de Vendée, effectivement, on avait parfois des petites nuances de sol, de terroir, et on voulait préserver à l'origine un petit peu ces différences, quoi. Donc on a gardé ça. Et puis du coup, c'est un petit peu dans l'esprit des crus, comme là. On a chacun notre typicité, même si on a les assemblages un peu identiques. Alors pour le blanc, l'arbre au fait, par exemple, ici, que j'ai emmené, c'est un assemblage 60% chenin et 40% chardonnay. Okay. C'est un petit peu la norme sur l'AOC fief vendéen. Okay. Ça donne des vins frais, une belle tension, de la vivacité grâce au chenin, de la douceur, de la rondeur grâce au chardonnay. On a un petit peu cet assemblage-là qui permet de donner des vins super pour l'apéritif, pour les huîtres, oui, mais aussi les poissons, un petit peu tout. Finalement, on les boit à toute heure, ces vins. Ça, c'est tout terrain, ça. Ouais, tout terrain. C'est tout terrain, ouais. C'est du VTT, du vin tout terrain, comme on les aime. Et donc là, un peu cette image là du vin vendéen au cœur de Nantes, la capitale des ducs de Bretagne, qu'est-ce que ça t'évoque, cet événement ? C'est super parce qu'en fait... On est à la fois voisins, on se connaît, mais pas tant que ça. Donc, c'est vrai. Pour une fois, c'est sympa de pouvoir venir vraiment personnellement, physiquement, et faire goûter les vins de Vendée ici à Nantes. Qui est une super ville forcément, qu'on adore. On adore y aller pour le plaisir, pour toutes les sorties, tout ça. Et pour les vins, on n'osait pas trop parce qu'effectivement, il y a tous nos copains du muscadet qui sont là aussi. Oui. Mais on reçoit aussi des gars du muscadet. Ils nous reçoivent de temps en temps aussi. Donc voilà, ce sont des bons échanges et c'est super. Aujourd'hui, on a une très belle journée pour ce première fois avec les premières éditions du village des vignerons. Donc c'est super, je suis très content d'être ici et merci à vous. Écoute, et nous on est très vraiment super et c'est vrai que c'est très chouette de pouvoir rassembler en fait un peu tous les vignerons qui sont voisins mais qui au final sont quand même vachement différents, ont chacun leur typicité et en goûtant les uns après les autres, on arrive à chaque fois à avoir des différences. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle journée du domaine Coirier. Et on va passer une bonne journée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Alors, de retour avec le domaine Combe. Pierre-Henri. Ça va ? Du domaine Combe. Ça va et vous ? La matinée s'est bien passée, se passe bien ? Ça se passe bien, c'est ensoleillé, il fait beau, ça fait plaisir. C'est parfait, un bon temps pour boire du vin. Le vin roi, enfin le vin roi, le roi de la journée. L'église au milieu du village, on va dire le vin au cœur de la métropole, c'est les vins de muscadet et les vins aussi les gros plans du pays nantais, parce que je vois que tu nous as ramené une folle blanche. Donc on va discuter avec toi, Pierre-Henri, de ce que tu fais, de ton métier vigneron, et puis concrètement aussi de cette présence là ce matin au village des vignerons, ce que ça t'évoque. Donc peut-être nous parler là de cette abalone. C'est quoi la folle blanche ? Alors moi je suis installé, déjà pour remettre les choses dans leur contexte, je suis installé à Saint-Fiac-sur-Maine, un tout petit village qui est malheureusement méconnu parce que c'est un des plus beaux villages du Muscadet, sans nul doute. Le seul village entre la Sèvre et la Maine, on n'est qu'à 15 minutes du centre de Nantes. Les gens ne le savent pas assez. La particularité du village, c'est qu'il n'y a pas de folle blanche à Saint-Fiacre. Okay. On a toujours, les anciens avaient refusé l'appellation gros plan du pays nantais, donc il ne s'est jamais vraiment planté de folle blanche sur le village. Moi, c'est le deuxième cépage régional qui revient un peu en force, notamment pour son potentiel avec le réchauffement climatique. On a un cépage qui arrive à garder son acidité, qui peut vraiment faire des super résultats avec des rendements maîtrisés. Et pour le coup, c'est des copains à moi qui ont accepté de me vendre des raisins. Ils ont repris une super parcelle sur la commune de Clisson, juste à côté du site du Hellfest. C'est un super terroir. Parfait. Des très vieilles vignes, ça fait des belles concentrations. Et je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de faire un grand vin avec un cépage qui est peut-être pas le plus noble du monde, il faut le dire. On va le goûter du coup en parallèle et tu vas nous expliquer un peu quoi il en revient. Donc je pense qu'on est plusieurs dans le vignoble maintenant, plusieurs jeunes surtout, ou moins jeunes d'ailleurs, à se dire qu'il y a un vrai potentiel pour ce cépage. On y croit tous.
Et c'est vrai que sur les années chaudes, on arrive à avoir des super équilibres. Tout le monde dit le muscadet, c'est le meilleur compagnon des huîtres. Goûter de la folle blanche avec les huîtres. Ouais. Et on en reparle. Et on est plus habitué maintenant à avoir aussi des folles blanches en vin pétillant. Toi, t'en fais aussi un peu ou pas? Pas du tout, je suis pas de bulle, c'est un vrai savoir-faire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai jamais fait de bulle. Et mon but, c'était un peu de faire un peu à l'image de Sylvain Pataille en Bourgogne, qui a fait un gros travail sur les aligotés, qui a pris l'aligoté là-bas, c'est un peu le petit vin qu'on mélange avec le kir cassis, avec la crème de cassis pour faire le kir. À son image, je me suis dit mais il a raison, faut essayer de se bouger et dire qu'il n'y a pas que le muscadet, il y a aussi la folle blanche qui peut faire des super vins. Et vous goûtez des vieilles folles blanches avec les niveaux d'acidité qu'il y a, ça ne bouge pas, ça peut se garder 20-30 ans, il n'y a pas de problème. Donc ça, oui, tu dis 20-30 ans, donc c'est des vins qu'on peut garder, quoi. C'est des vrais vins de garde. Si le vin il est fait à la base dans l'idée de faire un grand vin dès le début, il n'y a pas de raison qu'il se garde pas. Le muscadet n'est pas assez connu pour sa garde, mais sur des cuvées très travaillées, il n'y a pas de problème. La folle blanche, c'est pareil, c'est même mieux, parce que l'acidité conserve naturellement le vin. Là, on a eu une petite macération, 5 jours en grappe entière, un vrai élevage dans des fûts de 600 litres de bois vraiment noble, 8 mois sur lit, et ça donne vraiment des bons potentiels de garde. Là, ça fait 1 an qu'il est en bouteille, et il commence à s'épanouir. Et donc là, aujourd'hui, c'est un beau message, la folle blanche, le vin le gros plan du Pays Nantais au cœur de la métropole. Toi, du coup, cet événement, t'es content d'y participer, et qu'est-ce que ça renvoie comme message? Voilà, je suis assez impliqué dans notamment la communication avec la Fédération des vins de Nantes. On a voulu remettre l'église au milieu du village, donc réintroduire le muscadet à Nantes, chose qui avait été peut-être un peu oubliée. Il y a encore du travail, mais énormément de bonnes choses qui ont été faites. Et on y croit, et c'est vrai que les efforts et les investissements payent au niveau notoriété. Il n'y a plus de mauvais muscadet, ça faut se dire. Les gens aujourd'hui sont de plus en plus fiers de leur terroir, font des vrais vins de terroir, valorisent, et ça fait plaisir, quoi. Enfin, on a notre minute de gloire après des dizaines d'années d'efforts. Voilà, le village des vignerons, c'est aussi ça. C'est exactement, c'est remettre l'église au milieu du village. Et la fierté aussi des vignobles proches de Nantes qui retrouvent aussi la place au cœur de la métropole. Ouais. Petite question là je vois que sur la folle blanche, elle est en sélection massale. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond Alors en fait, c'est un vieux procédé pas de plantation mais de matériel végétal. C'est un très vieux matériel végétal. En fait, dans le matériel végétal, il y a une génétique, et on a soit le choix entre de la sélection clonale, c'est-à-dire qu'on prend un cep de vigne qui est parfait sous plein d'aspects, et on le multiplie à l'infini. On a un cep de vigne qui est parfait de A à Z. Le problème, c'est que plus on sélectionne, plus on affaiblit au niveau résistance aux maladies. Et si demain il y a une nouvelle maladie, que les clones qu'on a plantés ils sont sensibles, ça va décimer tout le vignoble. Chose qui s'est déjà produite. Là, la sélection massale, c'est autre chose. On a une diversification du patrimoine génétique, donc on a que des ceps qui sont différents, qu'on va sélectionner. On va éliminer les plus mauvais, garder que les meilleurs et les multiplier. Donc en fait, on a une diversité génétique qui est beaucoup plus importante sur les sélections massales, ce qui a tendance à faire beaucoup plus de complexité dans les vins. D'accord. Okay. Souvent, des rendements un peu moindres. Quand on achète un clone, quand on achète un pied de vigne qui est issu d'un clone, il a une fiche technique. On sait qu'il va bien mûrir, qu'il va faire beaucoup d'acidité ou pas du tout. Il a une vraie fiche technique comme quand on achète une voiture. Faut le savoir. Et sélection massale, c'est... Et donc là, cette folle blanche en sélection massale, c'est un peu la Porsche, la Porsche du vin. Non, c'est la Ferrari même. C'est ça, la Ferrari. Et écoute, merci beaucoup Pierre-Henri. On s'est régalé, très très bon. Merci. Voilà, donc pour ce vin à Ballonne en folle blanche. Et on te souhaite une excellente journée. À vous aussi. Merci, à plus tard. Au revoir. Pendant ce temps-là, on accueille Édouard des bien nommés Jardins d'Édouard. Donc c'est Édouard en personne qu'on a devant nous. Quelle chance. Installe-toi, proche du micro. Tu es arrivé avec ta bouteille, je vois, en Château Thébault, melon de Bourgogne, très élégante.
étiquette. Tu parles de la bouteille. De la bouteille. Du Édouard aussi, t'as un prénom royal. Donc on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. On aurait été déçus. Merci beaucoup Édouard d'être présent au village des vignerons. Tu arbores aussi fièrement ton badge de vigneron indépendant du vignoble de Nantes. Écoute, présente-toi. Ouais, déjà merci au village vigneron. J'adore votre initiative et je pense que c'est un premier numéro qui mérite un développement. Donc déjà merci à ça pour tous les vignerons. Alors je vais aborder 2 casquettes. D'abord la petite casquette de mon domaine. Donc je suis vigneron au Jardin d'Édouard, un domaine de 12 hectares dans le sud de Nantes, sur Château-Thébault, où on travaille en bio depuis 6 ans, mais pas que ça. On travaille aussi pour l'avenir de la planète sur des nouveaux cépages résistants, sur de l'éco-pâturage, où j'ai un troupeau de moutons pour s'occuper des sols, et beaucoup de choses pour être le moins intrusif pour la planète. Donc ça c'est le projet long terme du domaine. Et à court terme, on fait des muscadets de gastronomie. On a une approche bourguignonne du vin, de la vigne. Et vous mettez en valeur le Bourgogne de melon de Bourgogne. Complètement, c'est les gènes du melon de Bourgogne, c'est la Bourgogne, c'est un cousin du Chardonnay, du Pinot. Et c'est aussi grâce à lui qu'on fait des vins merveilleux. Et là, je parle collectif. Je parle du collectif. Donc pour le Jardin d'Édouard, je présente ici une cuvée qui s'appelle le Château-Thébault, qui est un cru du muscadet. C'est-à-dire, là aussi je vais faire une petite parenthèse pour provoquer, mais il faut oublier le muscadet d'il y a 40 ans. Maintenant, muscadet prend un S, un gros S, c'est vraiment le slogan qu'il faut garder en tête. On a une diversité de terroirs, une diversité de vignerons, une diversité de styles qui fait qu'on n'a plus rien à envier aux grandes régions viticoles. Et je vous dis ça en amateur de vin. Et parce que j'ai été formé en Bourgogne, donc je peux le dire. On a dans la région nantaise des pépites chez les vignerons. Et là, l'exemple de Château-Thébault, c'est un exemple parmi des centaines d'autres de vins qui ont leur place sur les tables de restaurants étoilés. C'est ça qui nous intéressait en te faisant intervenir. Donc peut-être goûter avec toi en parallèle là, ce château Thébault. Toi, Théo, tu connaissais le vignoble. Ce qui nous intéressait en effet, c'était cette logique d'avoir des muscadets de tables étoilées. Qu'est-ce que ça goûte et comment on s'y prend? Ok, eh bien, je vais parler d'exemples. Là-dessus, on va se retrouver sur un style totalement à l'est, sur la côte de Beaune, et on va être entre des Chassagnes et des Meursault. Et c'est pas moi qui le dis. Si j'ai la prétention de dire des trucs pareils, c'est que des grands sommeliers nous ont classés au niveau des bons Bourgognes, et c'est pour ça que je mets en avant le cépage qui est une des clés de nos appellations. Oui. Mais il y a plusieurs éléments qui sont uniques à la région nantaise. On a sous nos pieds le massif armoricain, c'est le plus vieux massif d'Europe et c'est une des clés pour nos terroirs. On cultive le melon de Bourgogne, donc on a déjà parlé. C'est un cépage unique et on est les seuls presque au monde à le cultiver. En tout cas, les seuls à en produire pour un vin d'appellation. Notre clé, c'est l'élevage sur lit, où on utilise des cuves souterraines qui sont aussi propres à la région nantaise. Et un quatrième point, c'est les vignerons. Donc les vignerons de la région nantaise sont aussi des gens qui méritent le détour, et je dis ça parce que je ne suis pas né ici. Je suis arrivé il y a 12 ans et j'ai été adopté par les vignerons. Et maintenant, j'ai le plaisir de travailler avec eux et aussi pour eux dans le collectif. Donc voilà, on a 4 pattes pour faire des grands muscadets. Melon de Bourgogne, massif armoricain, l'élevage sur lit et les vignerons. Vignerons.
Petit dernier mot, Théo, là. Bah, c'est très très bon là, donc on est sur le Château Thébault 2018, donc c'est quoi la particularité de ce terroir? Donc c'est déjà, qu'est-ce que le Château Thébault? C'est un cru communal? Ouais. Alors Exactement. comment ça fonctionne? Alors on a aujourd'hui 9 crus communaux, et si je ne me trompe pas, 9 ou 10, qui sont caractérisés par une roche. C'est vraiment l'élément principal. Donc on a sur la région nantaise des cartographies de différentes familles de roches, et on en a identifié aujourd'hui une dizaine, et à mon avis c'est pas fini. Et ça, c'est grâce à ce que je disais, le massif armoricain. Vu que c'est un massif qui a plusieurs centaines de millions d'années, je ne vais pas dire de bêtises s'il y a des géologues en ligne, et du fait du morcellement des mouvements qui ont eu lieu au fil des millions d'années, on a sous nos pieds des familles de roches très très multiples. Donc les crus du Muscadet sont partis de ça. Ils sont partis aussi d'une culture de l'élevage sur lit prolongée que des anciens ont mis en place sans le dire. D'accord. À une époque où le Muscadet, et là je parle de le Muscadet au singulier, était plutôt monolithique, un seul style, où les terroirs n'étaient pas mis en avant, mais ils se vendaient tellement bien que les vignerons ne pensaient pas vendre leur vin d'élevage et le garder pour eux. D'accord. Mais la culture de l'élevage long, elle a été initiée il y a quand même très longtemps, mais pas pour vendre. D'accord. Pas pour vendre. C'est pour ça que maintenant on met en avant ça, mais on n'a rien inventé. C'est les anciens qui le faisaient déjà. Et un des outils indispensables sont les cuves souterraines. Ouais. À l'époque des barriques, on ne pouvait pas élever comme ça, mais les cuves souterraines nous permettent de passer 1 an, 2 ans, 3 ans. L'exemple du Château Thébault 2018, il a passé 48 mois en cuve souterraine. Et c'est pas mon record. Mon record, c'est 76 mois. Oui. Et dans le vignoble, il y a des grands vignerons qui ont passé des durées indécentes. Je dis ça encore une fois parce que quand je suis arrivé dans la région et que j'ai entendu parler de 48, 60 mois ou plus, j'ai dit mais ils sont complètement malades. Mais c'est pour faire des merveilles. En tout cas, c'est excellent. On se régale. Très très bon. Avec Théo, et on te remercie beaucoup, Édouard, du coup des Jardins d'Édouard, fier représentant du coup du vignoble nantais, du Muscadet, avec ce Château Thébault qui est excellent. On te remercie aussi beaucoup pour ton engagement pour valoriser les vignerons et les savoir-faire et les vigneronnes et leur savoir-faire dans notre département. Donc bonne journée à toi. Merci à vous. Et à déguster les vins du Jardin d'Édouard. Tout à fait. À très bientôt. Très très bien, à bientôt, au revoir. Merci. On a besoin de 16 litres. Bah oui. C'est exactement ça. Bah voilà. Donc, exactement. Bah, elle est où, elle est partie? Adèle, elle arrive. Voilà, c'est bon. Adèle arrive. Allez. Bon, merci encore Édouard, donc du Jardin d'Édouard, qui nous a présenté son Château Thébault 2018. Un très grand vin. Un très grand vin, excellent. Vous qui êtes chez vous, Ouais. on vous invite à le goûter. Un excellent vin. Bonjour Adèle. Bonjour. Ça va? Très bien. Domaine de la vie. Les vins de la vie. Les vins de la vie. Ouais, ça s'invente pas. Quel joli nom. Quel joli nom. Donc tu à Gorges, près de Nantes, du coup, un des crus communaux du Muscadet, donc on en parlait tout à l'heure. De mémoire, vous êtes un jeune domaine, c'est ça? J'ai récemment installé? Oui, ouais, c'est pas une reprise de domaine familial, c'est une création. Donc voilà, installé en 2015 dans le Bugey. D'accord. Et réinstallation dans le pays nantais en 2021. Ah, et de la Savoie, le Bugey c'est vers l'Inde, c'est dans l'Inde, c'est ça? Ouais, c'est à côté, ouais. Voilà, ouais. jusqu'à à côté de la Nantes. Savoie. Il fallait le faire. La diagonale. Donc Adèle, t'es venue avec une bouteille de vin blanc, Gorges, donc on va le déguster en parallèle de notre échange. C'est quoi la philosophie du vin au domaine, dans les vins de la vie, au vin de la vie? On travaille en harmonie avec le végétal. On essaye au plus de le comprendre, d'intervenir comme il nous le demande. Voilà, donc sur des beaux millésimes qui se passent bien, on reste au plus pur. Voilà, on essaye par exemple pour un peu qualifier ce qu'on fait vite fait, par exemple pour la maîtrise de l'enherbement qui est hyper important pour nous dans le pays nantais à cause de l'humidité. Alors, jamais à Nantes. Non, jamais. On va pas désherber chimiquement, quoi. C'est soit on vient casser l'herbe avec les tracteurs. Et depuis quelques années, à cause de l'eau, on a du mal à rentrer en tracteur. Donc là, depuis peu, on a des brebis et on a des tondeuses écologiques, quoi. C'est trop bien. Voilà, ça c'est amendement naturel. Ils produisent aussi du lait?
Faut qu'elles aient des petits bébés. Pour l'instant, elles en ont pas. Mais en tout cas, ça peut être. À terme, vous aurez peut-être une. Ouais, on va faire ça, ouais. Et donc là, on est sur un vin, c'est le Gorge, donc votre cru communal. Exactement. Comment vous le faites, comment vous le vinifiez? Alors du coup, c'est les terroirs. Il y a eu des études de terroirs et qui ont été valorisées. On peut faire du cru Gorge. Alors valoriser, ça veut dire que c'est vraiment les parcelles où il y a, chez nous, c'est le gabbro, la roche volcanique. Oui. Qui s'exprime et donc là il y a énormément de gabbro, des sols très peu profonds, le gabbro il y a fleur de peau du sol et donc nous on vient faire minimum 2 ans d'élevage sur lit, c'est le cahier des charges pour faire du cru. Là c'est 2021, c'est notre premier millésime, donc on a fait 25 mois sur lit et on travaille sur des petites quantités, voilà, donc très qualitatives et là on avait fait un élevage en jarre en grès. Voilà. Jarre en grès, voilà. ok. Intéressant. Rare, c'est plutôt rare j'imagine en France en termes d'élevage. Oui, c'est des petits contenants, voilà, c'est plus rare. Voilà. Nous après on est traditionnel, cuve enterrée, béton carrelé, pour du coup des plus gros volumes, là sur les muscadets Sévrémen, ou alors les très belles années où on fait plus de cru, quoi. D'accord. Voilà. 21 on avait gelé à 80%, donc. Et est-ce que toi tu notes un retour du muscadet en force? C'est quoi maintenant la nouvelle définition du muscadet? Là on est à Nantes, au cœur du village des vignerons, on voit qu'il y a un succès, les gens sont hyper intéressés de découvrir et d'entrer en contact avec les vignerons. Ça t'inspire quoi tout ça? Je trouve ça super parce qu'on a pâti en gros d'une réputation à l'époque où il y a eu beaucoup trop de muscadets de fait, du coup la qualité on a été tirée vers le bas forcément. Oui. Et aujourd'hui je trouve que les vignerons ont vraiment compris que c'était un cépage magnifique et très subtil et qui est une pompe à terroir, voilà. Et nous c'est ce qu'on vient chercher. Un muscadet sur le gabbro, c'est pas le même muscadet que sur le gneiss ou sur le granit. Et je trouve que les gens ils comprennent de plus en plus. C'est vraiment un cépage élégant avec un potentiel de garde de fou. Et voilà, un élevage sur lit ça amène plein de complexité et je trouve que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Donc c'est chouette. On va peut-être un jour sortir cette image du petit vin, j'espère. On est déjà clairement en train d'en ressortir. Alors c'est peut-être moi, je suis peut-être trop muscado-centré, mais depuis 10 ans, je trouve qu'il y a un élevage. C'est une des choses qui fait que vous vous êtes réinstallé quand vous avez dû reprendre quand vous avez créé l'exploitation. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le muscadet? Alors moi, je suis originaire de Saumur et mon conjoint, sa famille est en presqu'île guérandaise. C'était un peu au milieu et des grands fans de melon de Bourgogne déjà. Quand Guillaume s'est installé, parce que c'est lui qui s'est installé au départ tout seul en 2015, mon mari, grand fan de melon de Bourgogne. Et c'est vrai que déjà, il y avait déjà des personnes qui faisaient des trucs super chouettes et on adorait chercher le nouveau petit gars qui faisait du melon de Bourgogne. Donc quand on a cherché à se réinstaller en Loire, ça a été tout de suite Nantes. Vous vous êtes dit, ça allait être vous les nouveaux petits gars ouais, on ferait partie de la bande. Et vous l'êtes. C'est très très bon. Très très bon ce Gorge sur Gabbro. Vraiment, on se régale. On se régale, ouais. C'est un peu cet itinéraire d'un vin populaire, peut-être pas forcément toujours de très bonne qualité, vers maintenant des vins aussi qui ont ce potentiel de garde, qui ont ce potentiel à se retrouver même sur des tables assez gastronomiques. C'est quoi les projets au vin de la vie? Vous avez encore des idées en tête de développement, de nouvelles façons de faire Alors nous, j'avoue que là, depuis les 2 années un peu compliquées qu'on a eues, on essaye aussi de peut-être voir de nouveaux cépages un petit peu aussi en complément un peu du melon de Bourgogne, peut-être des cépages un peu résistants. Mais dans l'idée, c'est vraiment, pour nous, c'est si on travaille en équilibre avec la vigne, qu'on l'écoute, c'est au lieu d'arracher les vignes toutes les 30-50 ans, c'est vraiment essayer d'avoir de la vieille vigne, avec des melons hyper riches, hyper concentrés, va avoir des super vignes, quoi. Ouais, écoute, ça nous plaît en tout cas. Hein, on y retourne. On y retourne, on dit oui. Et écoute, merci beaucoup Adèle d'être venue ici. Des vins de la vie. Et puis merci, on te souhaite une excellente journée au village des vignerons, au cœur de la métropole de Nantes, pour présenter ces vins et notamment ce cru communal de Gorge. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup aussi. Donc là, on se retrouve. Non, t'inquiète, ça va. Vas-y, installe-toi, Ryosuke. Donc enchanté de t'avoir. Tu as l'honneur de clore le podcast du jour. D'accord. Tu seras la dernière personne à intervenir. Et évidemment, dans cette séquence de paroles aux vigneronnes et aux vignerons, on va finir sur le muscadet, le vignoble le plus breton des vignobles français, avec toi Ryosuke. Peut-être te présenter et puis nous présenter le domaine.
Oui, d'accord. Nous, on est le domaine de la Sénéchalière, le région Muscadet, le Saint-Julien-de-Concelles, le 20 km de sud-est de Nantes, vraiment le début de l'appellation de Muscadet. Ouais. Et on est à 15 hectares, le 90% le Muscadet, 10% le folle blanche. Ok. Après, on a planté l'année 2024 le Pinot Donis, 2000 pieds, juste ça, ouais. Ok. Voilà. Domaine de la Sénéchalière, domaine assez emblématique, emblématique du Muscadet. C'est un domaine qui fait combien d'hectares ? 15 hectares. 15 hectares. Ouais. Vous faites des assemblages ou vous faites uniquement du monocépage ? Uniquement de monocépage, ouais. Ok. Ouais. Sauf aujourd'hui, on présente le pétillant naturel. Pétillant naturel, c'est le folle blanche chardonnay. D'accord. Mais après, uniquement le monocépage. Sinon, vous êtes toujours en monocépage. Avec une approche, en règle générale, dans le domaine, plutôt autour de vins vivants, de vins naturels. Vin vivant, ouais. Vin naturel, ouais. Donc, comment ça se traduit ? Vivant, c'est compliqué d'expliquer, mais en fait, moi, j'aime bien comment je peux dire, c'est le vin pas métallisé, c'est vraiment je veux bien faire d'expression pure. Ouais. Et ça donne quoi justement, une expression pure de folle blanche ou une expression pure de melon de Bourgogne ? Du coup, c'est assez le vin, c'est vivant. Ouais. Vraiment, on sent vivant. C'est voilà. Ça se boit sans soif. C'est oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. Bon, là, on n'a pas de vin à déguster ici, mais c'est quoi les cuvées que tu as et celles que tu recommanderais pour un usage un peu du coup, j'ai ramené aujourd'hui 6 cuvées, folle blanche, pétillant naturel et folle blanche, et après le vin nouveau de Muscadet, et après vraiment le style de Muscadet classique, 6 mois élevage sur lit, et après un peu de cuvée terroir. Cuvée terroir, on travaille vraiment le cuvée terroir. Ouais. C'est des vins qui ont un potentiel de garde assez long, qui doivent être bu rapidement. Ça dépend, c'est le vin nouveau, ça goûte plus tôt, ça sera mieux. Okay. Et après le vin de terroir, on peut garder à 5 ans facile, 10 ans, ouais, on peut. Okay. Ouais. Parfait. Et donc là, cet événement, le village des vignerons, donc au cœur de la grande braderie de Nantes, c'est bien, t'es content de pouvoir entrer directement en lien avec les habitantes et les habitants de la ville ? Oui, parce que on n'a pas assez de connexion avec le particulier. Oui. Toujours on travaille avec le cabiste, l'estrateur. Du coup, je trouve que c'est très bien avec le connexion, pour avoir la connexion avec le particulier. Ouais. Ok. Bon bah super. Petite question qu'on a posée quand même pas mal à vos collègues du Muscadet avant. Le Muscadet avant qui a été un vin qui était assez décrié, qui avait une mauvaise réputation, qui aujourd'hui change et est capable de donner des très grands vins. Qu'est-ce qui explique ce changement moi, c'est aujourd'hui, c'est grâce à peut-être par exemple, ancienne bien installée. Ils ont commencé changer la réputation de Muscadet. Oui. Du coup, il a commencé à le vin nature, par exemple. C'est le vigneron, c'est Marc Fesneau, pareil. Ouais. C'est le Guy Bossard, par exemple, le Joe Landron aussi. Oui, toutes ces personnes qui sont un peu pionnières. Grâce à lui, grâce à eux, le champ petit à petit changé. Aujourd'hui, heureusement, là, on a eu beaucoup de générations de jeunes qui installés après le Joe Landron, le Guy Bossard, Marc Fesneau, oui. Du coup, on continue toujours. Ouais. Ok. Du coup, ouais. On souhaite encore de bonnes années au Muscadet, puisque les habitants du territoire et les consommateurs que nous sommes apprécions fortement cette montée en qualité. Et ben merci beaucoup, Rio. Merci beaucoup. On te souhaite une excellente journée. On te souhaite d'entrer en contact avec plein de gens ici et puis de faire déguster tes vins. Ouais. Donc bonne journée. Merci beaucoup. Du domaine de la Sénéchalière. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Petit aparté pour vous dire que la Fédération des vins de la Loire organise un événement qui se déroulera les 31 août 2025 avec 9 appellations participantes: Touraine, Meslan, Coteaux du Vendomois, Noble-Joué, Saint-Nicolas de Bourgueil, Saumur, etc., etc. Le principe, c'est des balades au cœur des vignes avec des rencontres enrichissantes avec les vignerons et vigneronnes de Loire et des dégustations qui sont organisées. Il y a même des appellations qui proposeront en plus un circuit vélo afin de mettre à l'honneur les 20 ans de la Loire à vélo. Il y aura également sur une des appellations un circuit à la découverte des vignes en voiture de collection. Donc voilà, ça s'appelle les Échappées en Loire.
Donc on vous invite à retrouver toutes les informations sur leur site internet Échappée Loire, échappée EES Loire au singulier.fr, et vous y retrouverez toutes les informations pour cet événement qui a l'air super sympa. Je sais pas vous, mais nous on y sera. Bah oui, exactement, donc on s'y retrouve et à vélo dans les vignes. Le 30 et 31 août 2025, c'est les échappées en Loire. Et ben bonjour, nous revoilà de retour sur le podcast du village des vignerons. On est accompagné de Gilda Salin, adjoint à la maire de Nantes, donc élu à la ville, qui a été un des artisans de l'organisation de cet événement. Donc bonjour Gilda. Bonjour. Merci d'être présent place du commerce avec nous au cœur de la Grande Braderie. Tout se passe bien aujourd'hui ? Tout se passe très bien aujourd'hui. On a en plus un beau temps qui est avec nous. Oui. On a beaucoup de commerçants qui ouvrent. Cette année, on a 12% d'exposants, enfin de boutiques qui sont ouvertes spécifiquement en plus. Et puis on a davantage d'exposants que l'habitude. Ouais. Donc on est très heureux de cette nouvelle édition. C'est ça, avec donc la place du commerce aux couleurs du vin de Muscadet, des vins nantais, mais aussi des vins de Loire, nos camarades et voisins d'autres départements. Donc une grande fête populaire. Nous, du coup, la question qu'on souhaitait vous poser, c'est que le vin, c'est un élément fort du patrimoine local nantais. Et on voulait savoir quelles initiatives la ville mettait-elle en place pour valoriser ce patrimoine et le faire découvrir aux Nantais et aux visiteurs. Eh bien, écoutez, c'est clair que le Muscadet en particulier a cette particularité d'être cher au cœur de Nantes, parce qu'on appelle bien le vignoble de Nantes, le vignoble nantais. Ouais. Comment est-ce qu'on le valorise ? Alors on le valorise d'abord, j'ai envie de dire, d'une façon un peu plus générale, dans tous les produits locaux, les produits du terroir, c'est des choses auxquelles on tient beaucoup. Alors après, il y a un attachement spécifique que j'évoquais à l'instant, ça passe par plusieurs éléments, parfois des choses grandioses comme aujourd'hui, un beau village comme celui-ci, parfois des choses plus simples. Par exemple, à la ville, on est très fiers, on a un service du protocole. C'est-à-dire qu'on a des agents, des agentes qui sont là pour s'occuper de l'accueil des délégations étrangères, que ce soit les habitantes, les habitants, comme ce matin par exemple, je recevais le roi et les reines de carnaval. Eh bien, à chaque fois, on sert du Muscadet. On sert 2 catégories, le pipette d'or de l'année, et on sert également le prix Clémence Lefebvre. Okay. Si j'évoque aussi des événements plus grands, il y a 2 ans, on a fêté le 30e anniversaire du prix Clémence Lefebvre, que j'évoquais à l'instant. Oui. Eh bien, on a privatisé, on n'a pas privatisé, parce que c'était ouvert au public, mais je veux dire, on a réservé la cour du château des Ducs de Bretagne pour le prix Clémence Lefebvre, pour tous les vignerons du prix Clémence Lefebvre, pour faire découvrir. Ouais. Après, il y a d'autres événements qui ponctuent l'année. Je pense par exemple aux gourmandises du Bouffay. Là, la ville n'est pas à la manœuvre, mais elle est partenaire de la commune du Bouffay qui organise cet événement, et on a là aussi les produits du terroir, singulièrement le Muscadet, qui est mis en avant. Et puis au précédent mandat, j'étais en charge des relations internationales. Et bien à chaque fois qu'on avait une délégation étrangère qui venait, non seulement on leur faisait goûter, mais généralement ils repartaient avec une ou plusieurs bouteilles. Et puis à chaque fois que j'allais voir nos partenaires à l'étranger, j'amenais une ou plusieurs bouteilles. Et ils appréciaient. À chaque fois c'était apprécié. Mais sachez bien, une de mes fiertés, c'était d'avoir initié aussi un certain nombre de ventes au Cameroun. Il y a du Muscadet chez notre partenaire camerounais qui est la commune de Tchang. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les amis de Tchang, et je vous confirme que les populations tchangaises apprécient considérablement le Muscadet. Et voilà, tout le monde est fan de Muscadet. Tout le monde est fan de Muscadet. Tout le monde est fan de Muscadet. Jusqu'au Cameroun. Ça, exactement. Ça, il fallait le savoir. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements aussi autour du vin qui émergent à Nantes. Donc là, on a le village des vignerons aujourd'hui, plus de 25 vignerons présents, du Muscadet, du Gros Plan, mais aussi un peu d'ailleurs. On a même des gens qui nous viennent de Vendée, à côté de Fontenay-le-Comte, assez incroyable. Donc comment vous voyez l'évolution de ces manifestations, et aussi quel impact ça a globalement sur l'attractivité de la ville de Nantes et singulièrement de son centre-ville ? Alors, c'est pas qu'une affaire de centre-ville. C'est clair que les grands événements que vous citiez, ça se passe plutôt dans le centre-ville, qui reste un quartier éminemment attractif, que le public vient découvrir pour la qualité du patrimoine bâti, pour la qualité des espaces publics, et puis pour les nombreuses boutiques qu'on a dans le centre-ville. Il faut savoir que le centre-ville, c'est 50% des commerces de toute la ville, un tiers des commerces de toute la métropole nantaise. Alors, en effet, il y a de plus en plus d'événements sur le sujet, sur les vins. Je crois que c'est d'une façon plus générale la question de la consommation éthique, ou plutôt du sens de la consommation. Je crois qu'aujourd'hui, les clients sont très attachés à l'histoire qu'il y a aussi derrière.
c'est vrai qu'un produit local, on aime connaître le producteur, on aime savoir comment il a été fait, par qui, etc. Et en fait, il y a du sens derrière la consommation. Hein. C'est de plus en plus vrai, ça touche tous les secteurs. Mais je crois sincèrement que les vignerons l'ont pensé depuis très longtemps, parce que finalement, une histoire de vin, une histoire de copains-copines autour du vin, des histoires de famille, ça fait très longtemps qu'on en parle. Enfin, les vignerons, moi j'ai des souvenirs, même quand j'étais gamin, de voir mon père, ma mère, qui racontaient des histoires autour du vin. Je suis allé le chercher à tel endroit. C'était déjà mon grand-père qui allait acheter du vin à tel endroit. Ouais. Et on vous raconte ce genre de choses. Donc là, je crois que c'est surtout ça, c'est le sens, c'est l'acte qu'il y a derrière la consommation. Et clairement, ouais, les vignerons, depuis toujours, ont raconté des histoires autour de leurs produits. C'est pour ça qu'il y a cet engouement et cette attente que l'on peut entendre et voir aujourd'hui. Ouais, on a vu beaucoup de ça, et puis dans aussi les paroles des vignerons qu'on a largement interviewés aussi ce matin, on voyait bien qu'il y avait cette envie de se rapprocher du consommateur, de la consommatrice, de comprendre mieux quels sont les goûts actuels, de pouvoir être en lien direct et d'avoir des échanges en direct et avec les habitants de Nantes. Et je pense qu'il y a un truc aussi, aujourd'hui on boit moins. Voilà, c'est le sens aussi de la marche et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on boit mieux. Donc on veut aussi avoir de la qualité et justement nos vignerons du vignoble nantais sont fiers de leurs produits, ils ont raison. Et je crois que les Nantaises et les Nantais sont fiers des produits du vignoble nantais. Donc il y a cette notion-là aussi de qualité qui est vraiment aujourd'hui au rendez-vous. Ça fait longtemps, mais la transition aujourd'hui du vignoble nantais, elle est quasiment terminée, elle est achevée, en tout cas elle est bien avancée, et clairement ça se repère comme ça aussi. Complètement. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est même à l'image au final de on boit mieux mais moins, c'est exactement ce qu'on voit à l'image du muscadet qui au final est en train de réduire la quantité de production et en train de monter en gamme complètement et devenu un peu le produit star. Un produit star de cette journée. En tout cas des vins stars de la région. Moi j'avais une dernière question, c'était à titre personnel, est-ce que vous avez un souvenir marquant vis-à-vis des vins de la région que vous aimeriez partager? Un seul souvenir. Dire 10, je vais avoir du mal à le choisir. Ouais, une constellation de souvenirs. Je dois bien vous avouer que quand j'avais reçu à l'hôtel de ville, dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville, toute l'équipe du prix Clémence Lefebvre pour leur remettre la médaille de la ville, en leur disant tout l'attachement que la ville a justement pour le vignoble nantais, ça je peux vous dire qu'en tant qu'élu, c'était un moment éminemment important et il y avait beaucoup d'émotions derrière tout cela. Parce que au-delà même du vin, il y avait cette question homme-femme. Le prix Clémence Lefebvre, c'est le prix féminin. Et il y a 30 ans, quand elles se sont lancées, c'était pas forcément quelque chose de facile de gagner d'avance. Et je parlais tout à l'heure de la transition et de l'adaptation du vignoble nantais. Sur les questions aussi hommes-femmes, la transition est faite. Alors, aujourd'hui, vous avez un prix qui est décerné par un jury de femmes qui est très qualitatif. Et ça aussi, c'est une de nos fiertés. Ce qui serait aussi un autre souvenir, juste un autre, laissez-moi en raconter un deuxième s'il vous plaît. Vous avez le droit. Non, je vous ai parlé tout à l'heure du Cameroun. Ouais. La ville de Nantes est en partenariat depuis plus de 30 ans maintenant avec la ville de Tchang, donc dans l'ouest du Cameroun. Vraiment, je peux vous assurer que lorsque le FC Nantes joue, la ville de Tchang s'arrête. Tout le monde regarde le FC Nantes jouer. Il regarde à la télé, il écoute à la radio. Exactement. Eh bien, lorsque j'ai ramené pour la première fois, c'était à l'époque la pipette d'or que j'avais ramenée pour le maire de Tchang, mais aussi pour l'un des rois, parce qu'il y a des chefferies avec des rois. Et lorsque j'ai amené des bouteilles de muscadet, sincèrement, je leur aurais donné une poignée de sous, ils n'auraient pas été plus heureux. Mais de recevoir comme cela un produit phare du vignoble nantais, ça les avait marqués et c'était un beau moment de communion et c'était un beau moment de vivre ensemble, vous voyez, quasiment à l'autre bout de la planète. Donc voilà, c'est aussi ça, toute la puissance, toute la force du muscadet, c'est aussi de rassembler les gens, que ce soit à Nantes, en famille ou entre amis autour d'un verre, que ce soit ailleurs, eh bien la sève nantaise elle coule dans le muscadet, quoi. C'est ça, les vins du muscadet qui nous réunissent aujourd'hui pour le village des vignerons. Merci beaucoup Gilda Salin, donc adjoint à la maire de Nantes. Merci encore à la ville de Nantes pour son soutien et pour aussi la mise à disposition de cette magnifique place du commerce très ensoleillée aujourd'hui pour cette fin mars. Tu voulais dire un dernier mot ? Non, écoutez, je voulais vous remercier, je vous dire bien profiter de notre événement, à la rencontre de nos vignerons, et puis je vous dis avec plaisir. À très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir. Bon,
Bah écoute, on arrive à la fin de cet échange avec les vignerons. C'était très sympa, ça nous a permis de mettre beaucoup de choses en avant. Ouais, tout à fait. On a pu voir plein de formes de vins différents. On a été dans la Loire, on est parti en Vendée, on a traversé le Maine-et-Loire. On s'est fait plaisir en Loire-Atlantique avec de la folle blanche, du muscadet et même des assemblages intéressants avec du chardonnay. Donc un grand moment qu'on vient de vivre, des vignerons extrêmement heureux d'être là, de pouvoir aussi être en lien directement avec les consommateurs, avec les amoureuses et les amoureux du vin. Donc on espère que cette journée va être un succès, elle l'est déjà. Voilà, on espère que les vignerons ont pu profiter de la journée, les participants également. Et puis voilà, c'était le village des vignerons en direct pour vous donner la température. Sous le grand soleil de Nantes.